Voilà pour ce coup d'envoi donné donc aujourd'hui. Thierry Védel, bonjour. Bonjour. Cette liste, ces listes qui se sont constituées à la vitesse éclair, une semaine. On a vu les partis se déchirer, essayer de clarifier aussi la situation. Est-ce que c'est déjà un premier petit succès en soi qu'on ait réussi à déterminer qui allait se positionner sur la ligne de départ? Oui, alors déjà, il s'agit pas de liste, mais de candidature individuelle. C'est important de le Mm. préciser parce qu'on va découvrir au fur et à mesure qu'on aura la liste complète des candidats, qu'il y a des gens qui se sont présentés ou des personnes qui se sont présentées qu'on n'attendait pas, hein. Voilà. Mais en revanche, en effet, ces candidats, pour se faire élire, ils ont besoin d'être investis, soutenus par... aujourd'hui, on a 3 grands blocs, hein, Rassemblement national, Renaissance et le nouveau Front populaire. Donc là où on est assez stupéfait, en effet, c'est la capacité des partis, hein, à très rapidement désigner les candidats et à surmonter parfois des divisions. Et le plus surprenant, probablement, c'est l'émergence du nouveau Front populaire. Ça, c'était pas déjà vu déjà par le passé, une rapidité comme celle-ci, avec Bah, cette bah, notion dès- d'urgence, de devoir faire barrage au Rassemblement national. Non, pas vraiment. Ou alors, il y a un autre cas de figure, mais qui est très différent, c'est les élections présidentielles, hein, où le second tour doit se passer très rapidement. Mais sinon, en termes de campagne aussi courte, on a rarement vu les choses. Peut-être, moi, la seule campagne à laquelle je pense, c'est celle de 74, qui était une campagne présidentielle après le décès de Georges Pompidou. Mais là, c'est assez stupéfiant la façon dont les partis de gauche ont réussi à surmonter les divisions, pas totalement, mais en tout cas se mettre d'accord sur la répartition des Est-ce candidatures. que c'est une victoire pour la gauche, comme on entend dire Ah, ici et là, cette réussite après les échecs de la NUPES qu'on a largement commenté. D'ailleurs, la semaine dernière, on a cessé de rappeler chaque jour, ça y est, on est proche de l'accord, on va y arriver. Puis finalement, ça ne fonctionnait pas pour arriver à cette soirée de vendredi soir, cette annonce et cette photo de famille. Déjà, chaque membre de parti qui a réussi à s'entendre, à s'unir derrière ce nouveau front populaire. voilà. Alors moi, il y a 2 ou 3 choses qui me frappent. D'abord, c'est normalement le boulot des partis politiques de se mettre d'accord, de fabriquer des consensus et des compromis. Donc c'est plutôt positif de ce Sauf que point là, de ça vue-là. balaye très large, hein. Voilà, oui, d'accord, mais en même temps, si vous voulez, on ne peut pas avoir 66 millions de partis, hein. Dans un moment donné, il faut se mettre d'accord sur des grandes orientations. On est un petit peu surpris parce qu'il y a des désaccords qui persistent probablement, qui vont réapparaître, mais sur le plan électoral, c'est une nécessité, et c'est même une nécessité, je dirais, sur le plan politique. Et puis surtout, c'est inattendu probablement pour Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, le pari de la dissolution, c'était le fait que son parti, sa majorité, se retrouve en face à face avec le Rassemblement national et de faire jouer une fois encore ce réflexe républicain en disant c'est moi ou le Rassemblement national. Et Il là, a ça va déjà pas échoué. marcher. Il a déjà échoué. C'est déjà un échec pour vous. Euh, Le c'est tellement scénario des divisions compliqué. à gauche. Oui, oui, mais en tout cas, c'est un paramètre qu'il n'anticipait pas du tout. C'est-à-dire que le fait qu'il allait y avoir une candidature unique dans la majorité des circonscriptions. Et ça transforme complètement la donne, puisque là, très probablement, les majorités de son parti auront beaucoup de mal à se faire élire ou réélire. Mhm. Ce sera l'extrême droite, ou ce sera nous, a déclaré vendredi soir Marine Tondelier, hein, la patronne des écologistes, lors de cette conférence de presse qui est historique. D'ailleurs, on n'en a pas dit un mot. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de cette annonce, cette façon de s'exprimer les uns et les autres sans Jean-Luc Mélenchon? Oui, non, mais encore une fois, moi j'insiste sur le fait que le boulot des partis, la fonction des partis, c'est aussi de rassembler, d'accord? Et tout le monde sait bien qu'il y a des différences. Et donc, il faut aller au-delà, il faut réussir si vous voulez, à dépasser. Et c'est nécessaire si on veut parvenir à gouverner un pays de façon démocratique. On va écouter Manon Aubry à ce propos. Et évidemment, il y a beaucoup de réactions, notamment pour commenter les purges qui ont suivi au sein de la France insoumise durant tout le week-end. On écoute Manon Aubry et puis on en reparle juste après. Évidemment, il y a des décisions qui sont difficiles à prendre, notamment dans un timing aussi serré. Moi, à titre personnel, j'ai exprimé des réserves et un désaccord sur le fait de ne pas donner ces investitures à ces 3 personnes, et même aux 5. Mais on peut avoir un débat, on peut avoir des différences de stratégie. Je pense que le plus important à ce stade, Mm. c'est de préserver l'unité. Pour autant,
Ils ont déposé leur candidature. Il y a une investiture officielle du nouveau Front populaire. Ce sont des circonscriptions qui ne sont pas menacées par la victoire de l'extrême droite. J'ai envie de dire, les électeurs trancheront. Voilà, Manon Aubry qui s'exprime face à cette union des gauches qui a commencé à se lézarder quand même assez rapidement des Oui, mais là, soirs. en l'occurrence, c'est plus, je crois, un problème de fond interne à la France insoumise, et qui est un vieux problème. C'est-à-dire c'est un mouvement qui ne tient quasiment jamais de congrès, où les décisions sont prises par un tout petit groupe, où il n'y a pas forcément une grande démocratie interne. Et là, je crois que c'est un reflet de la situation. Donc pour vous, c'est anecdotique ce qui est en train de se passer. Oui, à la France probablement. insoumise On l'oubliera et ses pas. investitures. Et Manon Aubry avait tout à fait raison de rappeler que ce sont les députés qui n'ont pas été investis, étaient dans des circonscriptions où la France insoumise est très à l'aise. Alors un mot peut-être de Olivier Faure qui réagissait ce matin. Il nous faut sortir absolument de cette mauvaise histoire des gauches irréconciliables. Lui se félicite de ce qui a pu être réalisé en quelques jours seulement. Les échecs de la NUPES ne seront pas ceux du nouveau Front populaire, selon vous ? Il y aura des désaccords. Alors déjà, il n'est pas du tout sûr que le nouveau Front populaire soit amené à gouverner et à constituer un gouvernement. Nul ne sait ce qui va se passer, ni après le premier tour, ni après le second tour. On peut peut-être regarder les projections et les derniers sondages, celui du week-end, ce qu'il donne donc si l'élection législative et le premier tour avaient lieu demain. Voilà, on va regarder ces chiffres. Le Front populaire qui est en tout cas le seul à se qualifier face au RN qui obtiendrait 35%, le Front populaire 26% des suffrages. Au vu de ce qui est en train de se jouer dans les sondages là en ce moment, c'est lui qui se qualifierait pour un second tour et viendrait très vite à se poser la question de qui comme Premier ministre, s'il l'emportait. Voilà, sauf que là, on a des intentions de vote en pourcentage. Ensuite, il faut voir circonscription par circonscription ce qui va se passer. Et c'est très difficile. Il y a plein de collègues et d'instituts de sondage qui travaillent sur la question. Ensuite, comment ça va se traduire en nombre de sièges ? Il y a plein de paramètres qui peuvent fausser les choses. Par exemple, est-ce qu'on va se retrouver dans des face-à-face au second tour ou triangulaire ? Rien que ça peut changer complètement. Il peut y avoir de vrais points de bascule, c'est ce que vous êtes en train de dire, entre le premier et le second tour. Voilà, aussi, ça, on arrive à les mesurer, plus ou moins. Mais ce qui est le plus compliqué, c'est de savoir, déjà, on va savoir quelles sont les candidatures, voilà, et ce qui va se passer. Mais le plus probable, en effet, on n'en sait rien ce qui va se passer, parce que ça dépendra aussi beaucoup de ce que Emmanuel Macron va décider. Donc, Rassemblement national, admettons que ce soit le principal groupe parlementaire, est-ce que Emmanuel Macron va désigner vraiment Jordan Bardella ou est-ce qu'il peut adopter d'autres stratégies ? On ne sait pas. Pour clore ce chapitre de la gauche, de cette union des gauches, la candidature de François Hollande qui a semblé surprendre tout le monde, candidat en Corrèze, elle permet d'avoir un front très large. Se féliciter ce matin Olivier Faure. Il va donner du crédit à cette union de la gauche ? Oui, c'est un petit peu étonnant. C'est toujours une position compliquée pour un ancien président de la République. Est-ce que finalement, il s'exclut de la vie politique, comme l'avait fait Lionel Jospin, d'une autre façon, ou alors est-ce qu'il revient de façon active dans la vie politique ? Sachant aussi, il faut le rappeler, que les anciens présidents de la République font partie du Conseil constitutionnel, quoi. Donc c'est aussi quelque chose d'important. Mais là, c'est un petit peu surprenant comme candidature. Et apparemment, j'ai appris que il allait être il y avait eu un retrait de la candidature du mouvement macroniste, si je ne me trompe pas, mais plutôt pour soutenir la droite. Voilà. Alors, ensuite, au départ, ne se prononçait pas la majorité, puis finalement, ce matin, ils ont décidé de soutenir, d'apporter le soutien à la droite. On a cru penser pendant quelques heures qu'ils soutenaient François Hollande, c'est absolument pas le cas. François Hollande, voilà. Après, François Hollande va devoir... Si véritablement il adhère au programme du nouveau Front populaire, il va devoir critiquer sa propre action. Un mot peut-être de ce qui se passe à droite. On a beaucoup commenté le feuilleton judiciaire qui s'est joué la semaine dernière au siège des LR. Éric Ciotti, limogé par les ténors du parti, mais toujours officiellement patron selon la justice. Son choix de faire alliance avec le RN a semé la confusion. Alors, qui choisir dans 2 semaines ? Délicate question pour les électeurs de droite. Explication tout de suite signée Alexandre Reguin. Les Républicains, canal historique, ou les Républicains dissidents ? Pour quelle version les électeurs de droite voteront-ils vraiment aux élections législatives ? Car depuis une semaine,
les deux lignes du parti se déchirent. La droite va arriver au pouvoir. On va redresser avec le pays. Le Rassemblement national. Oui, absolument. Monsieur Ciotti reste adhérent et président pour quelques jours, mais il est lié par les statuts, il regarde les statuts, il n'a pas le pouvoir de nous engager dans un accord avec le Rassemblement national, il n'a pas le pouvoir d'accorder des investitures. Le président des Républicains, Éric Ciotti, annonce 62 candidats de ce qu'il appelle l'Union des droites, soutenue par le Rassemblement national. De son côté, la commission des Républicains, où la ligne pro-Ciotti est minoritaire, a investi près de 400 candidats pour ces élections. Et comble de la cacophonie qui règne dans le parti, Éric Ciotti sera lui-même concurrencé par un LR dans sa propre circonscription à Nice. Une campagne où chaque camp compte bien revendiquer son appartenance au parti. Les candidats officiellement investis utiliseront le logo LR. Pour ceux soutenus par Éric Ciotti, des questions juridiques pourront se poser, comme le montre cette formulation qu'utilisera un candidat. Membre des Républicains investi par la présidence des Républicains et le Rassemblement national. Un parti plus que jamais au bord de l'implosion. Partisans de l'aile libérale, certains candidats envisagent déjà des accords locaux avec la majorité présidentielle. Voilà, l'Alliance des droites née de ce rapprochement entre Éric Ciotti et le Rassemblement national a quand même réussi à investir 62 candidats contre 400 candidats pour les Républicains. Ça va être compliqué pour les électeurs de droite dans 2 semaines ou pas tant que ça. Quand on voit ce sondage IFOP pour le JDD qui est paru ce week-end, 54% des sympathisants LR disent soutenir l'alliance électorale proposée par Éric Ciotti, tandis que 46% s'y opposent. C'est ça aussi, moi, qui m'a frappé. C'est-à-dire il y a un véritable clivage entre la position des instances dirigeantes et les élus républicains, c'est-à-dire les cadres et les responsables, et puis l'électorat. Apparemment, l'électorat adhère beaucoup plus à la ligne défendue par Éric Ciotti que les cadres et que l'appareil des républicains. Est-ce qu'il n'a pas assumé et dit tout haut ce qu'il sentait venir de la base? Oui, parce qu'on parle des électeurs, c'est quand même eux qui vont être amenés à s'exprimer. C'est ça. Après, il va y avoir, encore une fois, il va falloir, chaque situation locale sera particulière et singulière, je pense. Mais je crois que depuis l'avènement et l'élection d'Emmanuel Macron, si vous voulez, il y a 2 partis qui ont quasiment explosé. Il y a les Républicains et le Parti Socialiste. Une partie des Républicains est déjà passée chez les macronistes. Et puis ensuite, l'autre, plus ou moins attiré par le Rassemblement national, ou du moins une ligne beaucoup plus dure. Et la même chose au Parti Socialiste. Une partie attirée par le macronisme et puis une autre qui essaie de maintenir un cap, mais qui est parfois plus proche de l'extrême gauche. Est-ce qu'il n'a pas fini de faire imploser la droite, Éric Ciotti, la semaine dernière? Elle est encore audible, vraiment, oui, cette droite que l'on connaissait jusque-là? C'est ça la tragédie, parce que moi, je me rappelle avoir étudié pas mal d'enquêtes, et il me semble qu'en termes, vous savez, on peut étudier les électorats de différentes façons, et notamment en termes de valeurs. Et en termes de valeurs, il y a véritablement un électorat substantiel et relativement cohérent, qu'on appelait autrefois celui des Républicains, qui semble aujourd'hui un petit peu exploser. Mais si vous voulez, on trouve véritablement dans l'électorat et dans la population française, grosso modo entre, je dirais, autour de 20% de la population qui est véritablement attachée à des valeurs libérales sur le plan économique, vraiment pro-marché, et puis des valeurs très conservatrices sur le plan sociétal et social. Comment réussir à être audible aussi pour le camp de la majorité? On a vu Emmanuel Macron partir en campagne, on va le dire clairement, en début de semaine, la semaine dernière, lors de cette grande conférence de presse. Immédiatement, Gabriel Attal s'est rendu sur les terres du Rassemblement national. Aujourd'hui, 24 des 35 ministres sont donc candidats, à commencer par Gabriel Attal qui sera présent pour les Hauts-de-Seine. Ça va être compliqué de faire campagne pour eux? Ça va être compliqué, et déjà il y a une première question qui s'est posée, c'est est-ce que le président doit intervenir et doit se mettre au premier plan ou pas? Il a dit non, mais en même temps on l'a vu au premier plan dès la première seconde. Voilà, s'il ne peut pas s'empêcher de tout. Voilà. Mais d'après ce que j'ai compris, vous saviez, les candidats, ils avaient le choix
pour leurs affiches, soit de faire figurer le président, soit Gabriel Attal, en tant que chef de la majorité, et beaucoup en plus. Ils ont préféré Gabriel Attal, effectivement, voilà, à l'inverse de ce qui avait été fait pour les élections européennes. Emmanuel Macron avait été ajouté à côté de Valérie Ayé. Voilà, c'est-à-dire que l'image quand même d'Emmanuel Macron est assez négative et n'aide pas forcément. C'est-à-dire qu'il y a un tel rejet de ce président que c'est pas forcément un atout. Donc voilà. Ensuite, il va falloir sauver les meubles parce que vraiment la situation va être difficile et délicate en termes de suffrage. Il y a un vrai risque de vote sanction le 30 juin prochain. Il est déjà intervenu, le vote sanction, je crois. À un niveau européen, à un niveau national, on dit toujours que les gens ne votent pas de la même mais façon. Même auparavant, on le voyait à la fois dans les enquêtes d'opinion et puis dans certains résultats de circonscription, puis de façon générale dans les mouvements sociaux qui avaient lieu en France, qui avait un mouvement, un rejet, par exemple lors des retraites, lors du mouvement contre la réforme des retraites, on avait quand même des pourcentages très très élevés de la population qui était contre cette réforme. J'aimerais qu'on parle peut-être des réactions des sportifs. C'est un peu la nouveauté. À moins de 2 semaines du scrutin, le sport français se mobilise. Lui aussi, ça nous rappelle d'autres séquences politiques. Elle appelle au vote contre les extrêmes. Ça, c'était Kylian Mbappé ce week-end. Le fils Thuram également, qui, lui, carrément appelle à se prononcer contre le Rassemblement national, qui appelle les jeunes à aller voter. Et puis, il y a aussi cette tribune publiée sur le site de l'Équipe à voter contre l'extrême droite. Des dizaines de grands noms se sont associés. Marie-Josée Pérec, Isabelle Autissier, François Gabard, Yannick Noah. Aujourd'hui, nous sommes menés au score sur le point de perdre le match, mais il nous reste quelques jours de prolongation pour réagir, écrivent-ils. Ce à quoi le vice-président du Rassemblement national a immédiatement répondu ce matin, un message aux joueurs de l'équipe de France, les Bleus, notamment Kylian Mbappé. On va écouter tout de suite Sébastien Chenu appeler les Bleus à la retenue. Quand on a la chance, l'honneur de porter le maillot de l'équipe de France, on a un peu de retenue. Beaucoup de nos électeurs supportent l'équipe de France, c'est le moins qu'on puisse dire, et aiment bien Mbappé. Moi, j'aime bien Mbappé en tant que joueur, mais je n'attends pas de lui qu'il me fasse la leçon politique. Les Français sont des gens adultes, ils l'ont montré. Ils font des choix politiques éclairés, ils choisissent, ils n'ont pas besoin que certaines personnes qui sont, tout à l'heure je parlais du système, ou très éloignées en tous les cas de leurs soucis du quotidien, viennent leur dire comment voter. Il a des raisons de s'inquiéter du fait que les sportifs s'immiscent dans les affaires de politique. C'est pas rare, enfin c'est rare plutôt, c'est pas fréquent, et quand ils sortent du bois, c'est pour une cause comme celle-ci. La dernière fois, c'était contre le Front National. Oui, il y a une époque où c'était tout à fait courant lors des élections présidentielles. Chaque candidat avait des grandes listes de soutien, alors dans le monde culturel surtout, mais il y avait aussi des sportifs, déjà à cette époque-là. Alors parfois des sportifs retirés. Donc c'était une tradition qui s'était un petit peu perdue. Alors là, on peut penser que c'est l'enjeu des élections qui provoque cette réaction. Il y a plusieurs façons de voir. Est-ce que les sportifs, ils ont le droit de prendre position ou pas ? Citoyens comme les autres, donc a priori oui. Ceci dit, c'est vrai qu'en même temps, ils ont une fonction de représentation. Lorsqu'on fait partie d'une équipe de France. L'équipe de France a laissé faire cette fois. Oui, mais c'est vrai qu'on a une fonction de représentation. De la même façon, moi, j'enseigne à l'université, je suis tenu à une obligation de neutralité. Je n'ai pas le droit de donner mes positions politiques. Alors, certains le font, mais normalement, en tant que fonctionnaire, on est soumis à ce genre d'obligation. Puis ensuite, c'est de savoir si finalement ça aura beaucoup d'impact. C'est une question qu'on se pose souvent. Vous ne pensez pas ? Alors non, c'est pas que je pense ou je ne pense pas. Moi, j'essaie de me baser sur des évidences scientifiques. Déjà, c'est un sujet très difficile à étudier scientifiquement. Parce que comment une figure comme Kylian Mbappé qui parle à la jeunesse, quand elle appelle les jeunes à se déplacer pour aller voter contre les extrêmes, est-ce que ça a une chance de peser ou pas ? Aucune idée, véritablement. Enfin, je ne peux rien dire d'un point de vue scientifique. C'est-à-dire qu'il est possible que c'est une influence, mais il y a aussi d'autres personnes, du coup, ça va peut-être les conduire à voter pour notre camp ou à ne pas voter. Ça va les irriter aussi, peut-être. Donc, on a des effets de mobilisation. C'est très difficile. Ensuite, il se passe plein d'autres choses lors d'une campagne. Il n'y a pas que Mbappé qui parle, il y a plein d'autres événements qui vont intervenir. Et ça peut faire effet boule de neige, voilà. On le sait bien. Alors, on a un petit peu documenté ça aux États-Unis pour des très grandes personnalités.
Une très célèbre, c'était Oprah Winfrey, c'était une animatrice de télé, et on avait vu que lors de l'élection d'Obama aux primaires, elle avait eu une influence et qu'on avait pu mesurer. Mais c'est très difficile. Je pensais que vous allez me parler de Taylor Swift. On va parler d'elle dans quelques instants, qui a l'habitude de prendre position en temps de campagne. Merci beaucoup d'avoir été notre invité du jour. Thierry Vedel, c'est déjà la fin de cette demi-heure. On continue évidemment à vous parler politique.